Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux évolutions institutionnelles et sociétales qu'a connues le Maroc depuis 1999. 19 ans de règne et presque autant de grandes réformes. C'est ainsi qu'on peut désigner le règne du roi Mohamed VI. Ces réformes ont concerné l'ensemble des secteurs sociaux, politiques, économiques, religieux et aussi sécuritaires. Un observateur avisé qui aurait visité le Maroc en profondeur en 1999 puis qui serait revenu cette année n'aurait très certainement pas reconnu le Maroc qu'il a laissé voici 19 ans. Car au-delà des infrastructures et du développement urbain, il y a eu un essor sociétal remarquable qui a cheminé pas à pas, petit à petit, de niche en segment. Dans cette émission spéciale à l'occasion de la fête du trône, consacrée aux grandes réformes initiées par et sous le roi Mohamed VI, nous allons évoquer la régionalisation avancée, le code de la famille, ou Moudouana, la réforme du champ religieux puis celle de la justice, et nous parlerons bien évidemment d'un des chantiers phares de ce règne, en l'occurrence la nouvelle constitution de 2011. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Chalkaoui Roudani, vous êtes académicien, vous êtes universitaire et aussi expert en géostratégie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Hassan Alaoui, vous êtes directeur et cofondateur du mensuel Maroc Diplomatique et du site maroc-diplomatique.net. Bonsoir. Bonsoir. Jamal Htabi, vous êtes professeur de droit constitutionnel et aussi doyen par intérim de la faculté de droit de Mohammedia. Bonsoir professeur. Bonsoir à vous tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de commencer, nous vous proposons ce sujet réalisé par Oumaima Sbila qui revient sur les trois des grands chantiers institutionnels du règne. En 2010, le roi Mohamed VI a donné le coup d'envoi de ce chantier en créant la commission consultative de la régionalisation. Après concertation avec partis politiques, syndicats, collectivités territoriales, experts et ONG, la commission a proposé un projet de découpage régional et un cadre institutionnel relatif à la nouvelle régionalisation. Le pays est réparti aujourd'hui en 12 régions au lieu de 16. Les nouvelles régions disposent d'une grande autonomie au niveau de leur gestion. Et les avancées du Maroc depuis l'intronisation du roi Mohamed VI sont importantes, notamment avec la nouvelle constitution. Dans son discours du 9 mars 2011, le souverain promet l'élaboration d'une nouvelle constitution. Le 1er juillet de la même année, elle sera soumise à un référendum où le oui l'emporte avec 98,5% de voix. La nouvelle constitution rééquilibre les pouvoirs, clarifie et précise un certain nombre de principes et surtout consacre certains droits et libertés. Elle est perçue par l'essentiel de la classe politique comme une nouvelle étape dans le processus de parachèvement de la construction de l'état de droit. Et ce n'est pas tout. En 2012, le roi a nommé une haute instance du dialogue national chargée de la réforme de la justice. 2 projets de loi, l'un relatif au statut de magistrat et l'autre au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ont été élaborés pour permettre une indépendance totale de la justice. Le chef de l'État avait par ailleurs demandé à l'exécutif de finaliser le projet de loi portant sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, le parquet est sorti du giron du gouvernement. Le ministère public est ainsi séparé du pouvoir exécutif et placé sous l'autorité du procureur général du roi près la Cour de cassation. Chalkaoui Roudani, on commence par vous, et comme le disait Oumaima Sbila, en quoi, sur la régionalisation avancée, en quoi la conception, la mise en place de cette grande réforme est-elle constitutive d'un Maroc transformé et moderne ? Vous savez, le premier pas pour toute une démarche, c'est de commencer. Le Maroc, en mettant en place cette conception et avec cette manière très intelligente de concevoir une harmonie, que ce soit sociale, que ce soit économique, que ce soit même stratégique vis-à-vis la manière avec laquelle il va restructurer son économie, sa manière de concevoir le développement économique et de créer ce qu'on appelle une intelligence territoriale, c'est de mettre en place ce projet de la régionalisation avancée qui a été acté dans le discours du 9 mars 2011. Je pense que les fondements d'un État organisé, avec une légitimité politique comme le Maroc, avec une légitimité religieuse, avec une légitimité historique aussi. Donc il y a une nécessité de créer une sorte de perception capable
d'avoir des solutions qui sont capables de donner un fort élan à la démocratie, que ce soit participative, que ce soit la démocratie représentative. Je pense que la régionalisation avancée, c'est une vraie école de la démocratie participative parce que c'est une manière avec laquelle le Marocain ou bien la Marocaine va permettre, il va lui laisser faire travailler et aussi créer une sorte de télépathie existante entre le centre et la région. Le Marocain, il est aujourd'hui capable, en tant que citoyen, d'apporter sa valeur ajoutée. La région, aujourd'hui, dans la conception de tout ce grand projet de la régionalisation avancée, va jouer un rôle très important, un rôle primordial, prépondérant dans le développement du pays. Chaque région doit assumer toutes ses responsabilités. Aussi, la régionalisation avancée, c'est un mécanisme de création de l'élite marocaine. On ne peut pas parler aujourd'hui que de Rabat, qui est le centre ou la source de l'élite marocaine, mais aujourd'hui, avec la régionalisation avancée, donc on parle que toutes les régions capables de ne faire sortir, faire émerger une élite capable d'assumer ses responsabilités, capable de faire ce Maroc qui le centre de gravité, stratégiquement parlant, entre l'Afrique, l'Europe et le Proche-Orient, d'être un acteur dans ces équations géostratégiques. Je pense que la régionalisation avancée, il va apporter des solutions capables vraiment de mettre en œuvre beaucoup de projets qui sont édifiants d'un Maroc plus meilleur. Bien, alors dans l'ensemble des régions qu'il y a au Maroc, il y a 7 millions et quelques de familles qui vivent. Il fallait donc se concentrer sur l'aspect humain. En 2004, la réforme de la Moudouana est apparue comme une révolution juridique et sociale, consacrant l'égalité homme-femme et améliorant le droit des femmes au sein de la cellule familiale. Le principe de l'égalité entre la femme et l'homme constitue l'une des principales avancées consacrées par le nouveau code de la famille. Jamal Hattabi, dans quelle mesure l'introduction de ce nouveau code de la famille, la Moudouana, a instauré une égalité entre les conjoints au sein du couple? Très bien. J'aimerais, avant de dire un petit mot aussi sur la régionalisation avancée, en la décrivant comme une recherche d'une équité territoriale dans le cadre d'une rationalisation du pouvoir entre le centre, d'un partage entre le centre et la périphérie. Et comme l'a dit Sister Kawi tout à l'heure, c'est cette recherche en fait de rationalisation qui permet aujourd'hui, à travers ce nouveau découpage régional, un rapprochement entre le citoyen et l'administration pour une véritable intelligence territoriale. Parmi les réformes et parmi les actes imprenants du règne de Sa Majesté Mohamed VI, la réforme de la Moudouana constitue un point culminant. D'abord, un point vers la recherche d'un équilibre au sein de la famille entre l'homme et la femme, à travers le rétablissement d'abord, l'introduction de la justice dans tout ce qui touche la relation entre l'homme et la femme, la levée de la tutelle sur la femme qui peut se marier toute seule, et puis aussi la levée de l'âge légal pour le mariage à 18 ans, que ce soit pour les hommes et les femmes. Il y a encore, bien entendu, sauf exception par la justice. Par la justice. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'introduction de la justice. Tout doit se faire sous le contrôle de la justice, que ce soit l'établissement de l'acte du mariage lui-même et le fondement de la famille, ou la dissolution. Cet équilibre commence d'abord par le fait que le mariage est devenu un contrat. C'est un contrat entre deux individus égaux qui ont la responsabilité égale, homme-femme, sur la femme, sur la famille, sur le foyer et sur les hommes. Deuxièmement, la reconnaissance. La reconnaissance pour nos amis de l'étranger, pour les Marocains de l'étranger, des mariages civils qui sont aujourd'hui reconnus par la justice marocaine comme étant des actes légaux. La reconnaissance des naissances en dehors du mariage, mais pendant la période des fiançailles. Le partage des biens après la dissolution, équitable après la dissolution du mariage. Et aussi le fait d'accorder à la femme la possibilité de demander
la dissolution des mariages à travers l'instance de divorce, bien entendu tout le temps sous contrôle judiciaire. Cette recherche d'équilibre a constitué bien entendu une avancée phénoménale au sein des familles marocaines. Les craintes, aujourd'hui, on a un peu de recul par rapport à ce qui était craint au départ, la flambée des divorces, etc. Il n'en est rien. Il n'en est rien aujourd'hui, à part une montée au niveau du divorce pour discorde. Mais que ce soit par consentement mutuel ou par la dissolution, les chiffres sont restés pratiquement au même niveau. Si vous permettez, on reviendra sur les droits des femmes qui ont été apportés par cette nouvelle Moudouana. Hassan Alaoui, elle a consacré la Moudouana, le Code de la famille, des droits pour les enfants. Oui. Quels sont ces droits? Oui, en fait, moi je voudrais revenir rapidement sur un peu le contexte dans lequel est intervenue ou survenue la réforme majeure, fondamentale, historique, n'est-ce pas? À l'époque, 2004 quand même. Bon, le projet existait dans la tête de Sa Majesté, je crois, et dans ses intentions personnelles depuis longtemps, c'est-à-dire tout de suite après l'accession au trône. Et donc, le fait qu'il ait convoqué un sage, en l'occurrence, c'est Mohamed Bousta pour présider cette commission, autour de lui, donc tout un groupe d'experts, de juristes, de sociologues, etc. C'était vraiment une opportunité qui a fait un petit peu émerger une nouvelle, doctrine, une nouvelle philosophie du Maroc, et en particulier de Sa Majesté. Et puis surtout, elle a consacré les droits des enfants aussi, parce que c'est aussi la réforme de l'enfant, parce qu'elle consacre donc le droit de l'enfant, ce qui concerne la pension, la garde, le choix. Pratiquement à partir de 7 ans, des enfants peuvent choisir avec qui vivre en cas de divorce, n'est-ce pas? Donc c'est fondamental. Et tout ça, si vous voulez, c'est une avancée considérable parce que justement, elle n'est pas la réforme en elle-même, elle est contextuellement, elle était significative. Autant, je veux dire, à tel point que même les pays arabes disaient, les pays arabes à l'époque, que c'était la seule réforme, et même les pays occidentaux, la presse internationale, tout ça, ont témoigné, si vous voulez, de cet intérêt grandissant par rapport à cette réforme. J'ajouterais que Sa Majesté ne s'est pas arrêté là, parce qu'en consacrant les droits de la femme, n'est-ce pas, il est allé plus loin quelque temps après, puisqu'il a accordé aux femmes marocaines la possibilité, si vous voulez, de conférer la nationalité marocaine à des femmes qui sont mariées à des citoyens étrangers. Et franchement, c'est dans le cycle, si vous voulez, historique que nous avons vécu depuis cette époque, on peut maintenant dire que oui, ça a marché ou ça n'a pas marché parce qu'il y a beaucoup de critiques qui s'élèvent, etc., etc. Mais l'essentiel, c'est qu'elle est posée, et Sa Majesté a été le porteur de cette réforme fondamentale qui nous a pratiquement, je veux dire, sorti de l'orbite, si vous voulez, du conservatisme. Et donc, nous sommes là en train d'améliorer, je crois, de plus en plus cette réforme tous les jours, puisque maintenant le juge justement qui bénéficie de conditions nouvelles par rapport à la doctrine de la justice au Maroc, peut maintenant effectivement faire évoluer les choses mieux ce qu'on était avant. Alors, je me rappelle, dans l'un de ses premiers discours, Sa Majesté avait dit la chose suivante, je cite de mémoire, on ne peut assurer le développement ou la croissance d'un pays en mettant de côté la moitié de sa population. Il parlait bien entendu des femmes. Alors, Charqaoui Roudali, professeur Tabé en a parlé, mais quels sont, en quelques mots, les droits les plus importants qui ont été accordés aux femmes dans cette Moudouana, à part la tutelle, à part... Il y a une chose qui est très importante. Aujourd'hui, à la lumière de ce métamorphose qu'a connu le Maroc en matière de constitutionnalisation de plusieurs approches envers la femme, surtout cette Moudouana depuis 2004 qui a fait une grande évolution dans la mise en place de plusieurs pratiques envers la femme et le respect de la femme dans la société marocaine, il faut le dire. Et une chose qui est très importante, que la femme, c'est le centre de la gravité, c'est l'axe moteur de n'importe quelle société. Autant plus que la société marocaine, que la femme commence maintenant à jouer un rôle très important dans la dynamique économique, dans la dynamique sociale. Aujourd'hui, la femme, à travers la Moudouana, je pense que parmi les points les plus saillants, très importants, à mon point de vue, c'est cette loi qui a été votée récemment au Parlement, qui a contrebalancé le
la violence à l'égard des femmes. C'est une loi qui est très importante. Aussi, parmi les choses qui sont très importantes, c'est le mariage, qu'aujourd'hui, la femme, il n'a pas besoin d'un tutelle. Donc, c'est le juge. Aussi, la manière avec laquelle on conçoit la relation homme-femme, même dans une situation conflictuelle. Aujourd'hui, la femme, il a un rôle, il a un poids vis-à-vis de la justice, vis-à-vis le juge. Et je pense que ce sont des points qui sont très importants, surtout qu'on parle aujourd'hui d'une chose qui est constitutionnalisée, c'est la parité. Donc, c'est un point qui est très important. Je pense que même à l'espace régional dont nous sommes aujourd'hui, le Maroc est avant-gardiste dans ce point qui est la parité. La femme commence à jouer un rôle très important dans la représentativité dans le Parlement. On a un taux qui est très important, qui est encourageant, à peu près, je pense, 26%, je ne sais pas, comme alors, ça. Excusez-moi, pour revenir à cette question de la Modouana, je me rappelle qu'avant cette réforme, il y a eu de grandes manifestations un peu partout. Il y avait une frange conservatrice religieuse qui mettait des choses en avant qui n'étaient pas forcément vraies pour combattre ce développement. Alors il a fallu aussi réformer le champ religieux. Le monde change, il a changé, la société évolue, elle a aussi évolué. Le roi Mohamed VI, en sa qualité de chef d'État, mais aussi de commandeur des croyants, a initié puis conduit une vaste réforme du champ religieux dans le sens de la foi et de la piété. D'accord, mais aussi et surtout celui de la modernisation et de l'organisation. On reste avec vous, Cheikh Aouroudani. Quels sont les soubassements des trois fondements sur lesquels s'est basée la réforme du champ religieux sur le plan institutionnel, de l'encadrement et de l'éducation? D'abord, il faut qu'on parle du contexte, de ce contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans une région qui est en train de se métamorphoser, des situations sécuritaires qui peuvent nuire à la stabilité, à la sécurité des Marocaines et des Marocains. Je pense aujourd'hui, on parle de la sécurité religieuse, l'Abn al-Ruhi. Donc je pense aujourd'hui, Sa Majesté, donc on a pris conscience de cette difficulté lorsque le Maroc a été attaqué en 16 mai 2003, lorsqu'il y avait cet attentat condamnable qui a montré à quel point le Maroc il est en face des groupuscules terroristes qui émergent partout, que le Maroc ne peut pas être épargné par cette recrudescence, cette montée fulgurante des attaques terroristes qu'a connu les États-Unis ou bien la France ou bien l'Espagne. Donc le Maroc, il a pris conscience de cette difficulté, de cette façon d'infiltrer les Marocains, pas à travers des interprétations religieuses fausses, qui est capable de nuire à la conception de l'islam juste qui est imprôné par Sa Majesté en tant que commandant des croyants. Et je pense que cette conception de structurer, de restructurer le champ religieux a été un fer de lance dans la manière que nous avons essayé de rationaliser le discours religieux, de voir d'une manière plus correcte cette perception de certains groupuscules terroristes qui commencent, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, le Maroc n'est pas un pays qui est tout seul, donc il y a des forces intrinsèques et des forces extrinsiques, il y a des groupes terroristes qui cherchaient de mettre en difficulté le Maroc et qui menaçaient le Maroc, qui guettent la stabilité du Maroc. Et je pense que cette manière de concevoir la religion doit être rationalisée. C'est de là, il y avait cette conception de Sa Majesté de donner un fort élan à la modernisation de notre religion et aussi de rationaliser les mécanismes et les fondements de la pratique religieuse en étant dans les mécanismes Justement, dans l'organisation, la rationalisation, la structuration du champ religieux, il y a quand même une cohérence quelque part. Et le roi a œuvré pour accorder une plus grande part aux femmes dans la pratique et l'encadrement religieux. Ça a été quoi les étapes et les phases de cette institutionnalisation du rôle de la femme dans le champ religieux? D'abord, le Marocain reste un homme moderne mais profondément religieuse. Telle est l'équation à laquelle il fallait répondre. Et puis on a été secoué un tout petit peu par l'éruption d'un islam violent qui nous arrive de l'autre côté de la Méditerranée. Donc des gens sur lesquels on avait parié pour nous ramener un souffle des libertés, des gens nourris dans les pays des droits de l'homme, nous ont ramené autre chose. Et puis avec
l'implosion, l'explosion plutôt des nouvelles technologies, l'éruption des réseaux sociaux, on a vu apparaître une nouvelle forme de religion, une nouvelle forme de prêche religieux axée sur la violence et sur l'extrémisme. Il a fallu donc il a fallu remettre un peu les choses en ordre et ça a été fait par d'abord l'encadrement, donc une intervention au niveau institutionnel, en revoyant l'encadrement, la formation des imams, et puis aussi en ouvrant l'espace sur la femme à travers la présence, que ce soit dans les instances religieuses, que ce soit dans les conseils d'ulama, que ce soit régionaux ou dans le conseil national, où la femme est présente. Très bien. Quand on voit que et on a vu, formation des imams, c'est parfaitement passé. On a vu aussi des gestes significatifs. Des gestes significatifs où des femmes, pour la première fois, présentaient des leçons dans les causeries religieuses d'Oros al-Hassaniya, devant Sa Majesté. Donc des nouveautés qui ont mis en exergue la place accordée à la femme au niveau religieux au Maroc. Institutionnellement parlant, donc, on le voit que dans le titre 2 relatif aux libertés aux droits fondamentaux, un article 19 très significatif qui accorde les droits, l'égalité entre les hommes et les femmes, et il crée des instances pour veiller à la concrétisation de cette égalité, au niveau institutionnel dans le champ politique, mais aussi dans le champ religieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers l'apparition des femmes comme Morshidat, à travers l'introduction de la femme dans le champ religieux, qui était, à mon humble avis, une révolution au niveau marocain. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'homme marocain est un homme moderne, mais qui reste profondément religieux. Seulement, c'était un islam modéré, un islam tolérant, et même la place de la femme a été une place une place qui reconnaît une égalité de fait, même si les textes avant la Moudouana ne reconnaissaient pas cette égalité-là. Hassan Alaoui, l'idée de l'unité doctrinale a été lancée puis introduite, et ça s'est matérialisé aussi bien en interne qu'en externe, à travers la création de structures de formation et d'encadrement. Il y a eu une structure importante qui a été créée à l'échelle africaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? La Fondation Mohamed VI des ulama africains. Je peux vous en dire ce que je sais, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu aussi, parce que en Afrique en particulier, je commence à l'envers, c'est quand même un rayonnement de culture, de soft power religieux du Maroc. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord, Sa Majesté est attaché à l'Afrique, n'est-ce pas? Et surtout, il est le défenseur, si vous voulez, de certains pays amis, par exemple, en ce qui concerne le Mali. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Il avait proposé la formation de à peu près 500 imams, n'est-ce pas? Ces mêmes imams à Côte d'Ivoire, Sénégal et tout ça, Tchadiens, Nigériens, ils sont tous là. Il y a un institut donc, qui a été créé. Toujours dans le cadre d'une unité doctrinale. De l'unité doctrinale, c'est le fait que Amir el-Mouminin, c'est aussi, il est perçu, comme tel dans ces pays, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à voir, par exemple, les Tijaniyines qui font allégeance religieuse à Sa Majesté. Et donc, là aussi, c'est normal, parce que c'est inscrit, si vous voulez, plus que la politique peut-être, c'est inscrit la continuité religieuse du Maroc de Amir el-Mouminin. La preuve, c'est que la prise de conscience, en fait, c'était un peu, je dirais, 2001, après l'attentat, si vous voulez, de New York. Donc, n'est-ce pas? Et puis, la réflexion a commencé à s'aiguiser un peu mieux. Le vote après 2003, après les attentats de Casablanca, le vote d'une loi par le Parlement, qui est donc une loi très forte et qui a tracé un petit peu la route de ce que sera par la suite, si vous voulez, la doctrine. Et c'est ça la doctrine marocaine, c'est-à-dire le soft power religieux et en même temps la lutte très très active que mène par exemple, aujourd'hui Sih Mouchi, au niveau, si vous voulez... Directeur général de la police nationale. Oui, je précise, merci de préciser aussi, j'allais le dire. Et donc tout ça, si vous voulez, c'est une combinaison entre, si vous voulez, deux actions très très significatives, mobilisatrices, parce qu'on ne peut pas défendre un modèle si on n'a pas aussi, si vous voulez, la force et les moyens de le faire et de mobiliser un petit peu, de provoquer, de susciter l'adhésion populaire, aussi bien nationale que régionale.
Très bien, très bien. Alors, à côté de la régionalisation et de la réforme du champ religieux, il y a aussi une grande réforme de la justice dont nous parlerons juste après quelques instants de pause. Nous nous retrouvons donc tout de suite après. Bonsoir mesdames et messieurs, nous entamons la seconde partie de notre émission spéciale consacrée aux grands chantiers institutionnels qu'a connu le Maroc depuis 19 ans. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Sherkaoui Roudani, académicien universitaire expert en stratégie, Hassan Alaoui, directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique, Jabal Htabi, professeur de droit constitutionnel et doyen par intérim de la faculté de droit de Mohammedia. Nous en parlions juste avant la pause. La consolidation de l'état de droit passe nécessairement par l'exercice dans le fait des droits et des libertés qui doivent être sauvegardés et protégés. Leur protection ne peut se faire qu'à travers un système judiciaire compétent, professionnel, équitable, efficace et surtout indépendant. Jabal Htabi, quel a été le volet légal et réglementaire de cette réforme et quels sont les grands textes qui ont été approuvés et ou qui sont encore en projet ou en cours? D'abord, la Constitution. Donc, la Constitution qui reconnaît un pouvoir indépendant qui est celui du pouvoir de la justice. Dans le texte constitutionnel, on confirme la séparation des pouvoirs où la justice apparaît comme un pouvoir totalement indépendant, chose qui va être confirmée plus tard par des textes qui vont venir enrichir donc, sur le dispositif et surtout le transcrire sur la réalité. D'abord, l'institution d'une instance, le Conseil supérieur de l'autorité judiciaire, donc, qui va veiller indépendamment sur le fonctionnement de la justice, sur la gestion de la carrière des juges, sur leur promotion ainsi que sur leurs sanctions, qui n'est plus présidé par le ministre de la Justice, mais par un magistrat, signe d'indépendance. Deuxième chose, la création du parquet, d'un parquet indépendant, qui est totalement aussi indépendant du ministre de la Justice et qui veille sur le déroulement quotidien de la justice. La deuxième, la réforme de la procédure pénale, ainsi que le chantier aujourd'hui qui va concerner le code pénal, qui va transcrire aussi donc, dans ses fondements la séparation des pouvoirs et l'instauration de l'institution judiciaire comme pouvoir indépendant. C'est toujours en discussion. C'est toujours en discussion, mais c'est un chantier qui est difficile à mettre en œuvre. Donc, il est vrai que l'indépendance de la justice est un vœu, mais c'est un vœu qui est très difficile à réaliser. L'objectif, c'est l'indépendance. Il est, de toute façon, au niveau des textes, aujourd'hui, l'indépendance, elle est là. Est-ce qu'elle est de fait ou pas? Elle l'est. Nous avons aujourd'hui une justice totalement indépendante qui rend la justice en droit et en équité. Donc, la justice des ordres, c'est fini. Que ce soit les ordres politiques, les ordres économiques, les ordres de la société civile ou d'autres formes d'ordre, c'est fini. Du moins sur les textes. Mais nous avons des confirmations et des affirmations régulièrement qui nous viennent. En tout cas, l'indépendance de la justice, elle n'est pas seulement liée aux textes, elle est liée aux pratiques de ceux qui font la justice quotidienne. Ceux qui font la justice quotidienne, ce sont les magistrats, aujourd'hui, et leur indépendance est confirmée. L'inamovibilité, elle est confirmée. L'indépendance, elle est confirmée par le texte constitutionnel et par les lois organiques concernant le statut des magistrats. Elle est confirmée aussi par l'instance qui veille sur la carrière des magistrats, sur leur promotion et sur leurs sanctions. Et elle est aussi sanctionnée par l'existence d'un parquet indépendant, d'un ministère public indépendant. Et on le voit dans la pratique aujourd'hui, que ce n'est plus le ministre de la Justice qui parle de la justice à rendu, c'est le procureur du roi auprès de la Cour de cassation qui en parle aujourd'hui. C'est vrai qu'il communique beaucoup, M. Abdelnabaoui, qu'on voit un instant sur l'écran. Il communique beaucoup, il explique, il fait un devoir, il fait un travail didactique, pédagogique. C'est un devoir de pédagogique, c'est un devoir de sensibilisation et on en a besoin. On en a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, le vœu de la séparation du pouvoir
est un vœu, et de l'indépendance de la justice est un vœu sain, mais il ne faut pas que ce soit un vœu creux. Est-ce qu'on veut vraiment une indépendance de la justice ou pas? Si on veut une indépendance de la justice, elle est là. Elle est là dans les textes, mais c'est un apprentissage. Donc il faut du temps pour que les juges aussi se libèrent d'abord du carcan de ce qui a hérité des anciennes pratiques, mais se libèrent aussi de l'autocensure qui est liée justement aux anciennes pratiques. Donc ça reste, les textes sont là, c'est la pratique qui va faire que nous allons avoir une justice indépendante. Et moi, je suis fier de ce texte. Je suis fier de la Constitution et je suis fier des lois organiques qui organisent aujourd'hui notre système judiciaire. Reste à faire, en fait, qu'il faut que ces textes ne restent pas uniquement des textes qui sont vains, creux, mais il faut que ce soit des textes appliqués sur le terrain. Et ça commence. Le chantier est lent. C'est pour ça, en fait, que nous sommes passés d'une recherche de la légitimité aujourd'hui à une recherche de l'efficacité et à une recherche de l'efficience. Que ce soit dans le premier thème sur lequel on a parlé au niveau de la femme, ou ce soit aussi au niveau du deuxième thème, au niveau de la justice. Les textes sont là, il faut maintenant commencer à les appliquer, et il faut accepter aussi leur application. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire pour cette instauration effective de l'indépendance de la justice, sachant qu'elle ne vient pas uniquement de la justice, mais aussi de la conception qu'on s'en fait, et qu'est-ce qui reste encore donc à faire, et qu'est-ce qui vous a marqué dans cette évolution qui s'est passée sur les 5 ou 6 dernières années avec les manquements, parce qu'il y a un code pénal, on en parlait il y a un instant, il y avait un code pénal qui continue, qui ne sort pas. Donc, moi je pense sincèrement, il y a un proverbe américain qui disait que « We must learn to walk after we can run ». Il faut savoir marcher avant de courir. Nous sommes en train d'apprendre. C'est une question d'apprentissage, une question d'appréhension des difficultés dans laquelle s'enlise cette communication entre les autorités et le peuple marocain. Je pense aujourd'hui que nous sommes dans des nouvelles pratiques, une nouvelle pédagogie qui s'impose. Je pense même les sorties des responsables du Haut Conseil de l'autorité judiciaire récemment est très importante parce que ces sorties montrent les mécanismes, les nouveaux mécanismes qui sont capables aujourd'hui de se mettre en place pour donner un fort élan à cette séparation des pouvoirs, à cette manière de dire qu'aujourd'hui nous avons une autorité judiciaire qui est indépendante de l'exécutif, de législatif. Le Maroc, il est en train d'être... Il faut le dire, il faut le dire que le Maroc aujourd'hui c'est un répercusseur de la démocratie dans le monde arabe parce que nous avons inventé une autre manière de concevoir la politique, la démocratie. On parle aujourd'hui de la démocratie participative, on parle aujourd'hui de la démocratie représentative. Aujourd'hui, on parle de la justice en tant qu'un mécanisme qui est capable d'asseoir cette cohésion sociale, ce mécanisme ou bien cette institution qui est capable de donner un fort élan à cette unanimité sur les constantes de l'État marocain. Je pense aujourd'hui, il y a des problèmes, bien évidemment. Chaque début, il y a des problèmes. Donc, il faut solutionner ces équations. Il y a des paramètres visibles et des paramètres invisibles. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire comprendre aux Marocains qu'aujourd'hui, la justice elle est indépendante, que nous sommes dans un état de droit. Il faut le savoir, il faut le faire pédagogiquement et aussi scientifiquement. Je pense aujourd'hui, les médias, comme vous le faites maintenant, sont très importants pour faire passer le message. Aujourd'hui aussi, la communication elle est très importante pour qu'on puisse donner les vrais, les objectifs de ce développement au niveau de la justice, de cette dynamique que connaît le Maroc. Dans cette façon de structurer les choses, nous sommes dans une région qui est malheureusement en train de connaître des développements sans précédent. Aujourd'hui aussi, il est très important de le dire que dans la manière avec laquelle on gère la sécurité et la justice, il y a ce qu'on appelle le Bureau central d'investigation judiciaire qui a été créé. Donc, il y a des lois, il y a des devoirs. Je pense qu'on ne peut pas se laisser aller travers ce qui est X, Y, Z. Mais aujourd'hui, l'objectif, il est là. Nous sommes en marche. Le Maroc, c'est un pays fort. Il faut construire ensemble les fondements d'un Maroc qui est capable de faire face à ces difficultés à l'échelle régionale, à l'échelle internationale, mais parfois certaines structures, certains problèmes qui peuvent émerger de temps en temps dans un espace et un temps déterminé. Donc, c'est ça la force du...
dans notre perception. Globalement, on peut dire que cette réforme, comme d'autres, sont des réformes qui viennent du haut et que donc il appartient à la société d'évoluer et de s'y adapter. Alors justement, de 2000 à 2010, la société marocaine a évolué, basculant d'une génération à une autre, celle des nouvelles technologies, de l'information immédiate et généralisée, à des exigences de plus en plus marquées par cette société. En 2011, elle était mûre pour son évolution vers une nouvelle loi fondamentale. Et le 9 mars 2011, dans un discours historique, diffusé par plusieurs chaînes de télévision étrangères qui avaient été suivies à l'international. On s'en rappelle tous, le roi Mohamed VI avait annoncé les grandes mesures qui devaient marquer le nouveau texte, la nouvelle constitution qui a été adoptée. Il y a 7 fondements dans le discours, les 7 fondements qui ont été vraiment... Alors, on y reviendra, mais Hassan Alaoui, en quelques mots, si vous deviez résumer cette constitution qui a marqué ce pays sur les 20 dernières années, parce que c'était véritablement un changement, mais véritablement incroyable. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette constitution? Eh bien, écoutez, tout. C'est-à-dire, d'abord, sa pédagogie. Tout, il y a à peu près 200 articles, mais sa didactique, évidemment, c'est un document fondamental. C'est ce qu'on appelle la loi fondamentale d'un pays, du Maroc. Elle est consubstantielle au règne de Sa Majesté, n'est-ce pas? Et puisque nous parlions tout à l'heure de la justice, il ne faut pas oublier que la justice, Sa Majesté l'a portée depuis son arrivée donc, en 1999. Et en 2012, il l'a vraiment concrétisée en réunissant la fameuse haute instance et en confiant donc à l'époque à Céramide, si vous voulez, pratiquement le script de la réforme. On parle de réforme parce que le règne de Sa Majesté, c'est des réformes. Aujourd'hui, on est là parce qu'il y a des réformes. Et je trouve que la réforme donc, de la justice, qui a suivi tout de suite, quelques mois après le vote, je veux dire l'adoption à l'unanimité pratiquement, l'unanimité de la nouvelle Constitution, c'est un signe de continuité inexorable. Et donc aujourd'hui, ce que moi je garde de cette Constitution, c'est qu'elle élargit d'abord les champs des droits de l'homme. Et on ne peut pas avoir, si vous voulez, on ne peut pas parler d'un état de droit ou de consolidation de l'état de droit et des libertés publiques et individuelles, n'est-ce pas, sans une constitution adéquate. Et on n'a rien à dire, hein. Même la définition de la monarchie, celle, si vous voulez, du rôle du roi, du Parlement, des partis politiques, des individus, des ONG, a été défini. C'est vraiment un cadre de travail global pour le Maroc moderne, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que, pardonnez-moi, les forces politiques et autres instances ont compris un petit peu le sens et le contenu de cette loi fondamentale? Je voudrais m'interroger encore aujourd'hui. Il leur appartient de marcher avant de se mettre à courir. Comme voilà, donc c'est ça. Mais nous avons là un cadre global, nous avons là vraiment un instrument, un bréviaire, et on n'a que suivre vraiment tous les articles, n'est-ce pas? Il y a 200 et quelques, hein. Tous les articles, c'est précis, c'est étudié, c'est argumenté, et tout et tout. Alors, je vais me concentrer, le temps nous presse, il faudrait des heures pour analyser cette constitution. Je vais m'adresser aux constitutionnalistes que vous êtes, Jamal Ahtabi. Il y a un principe qui est fondamental et qui est celui de la séparation des pouvoirs. Expliquez-nous. C'est un symbole. C'est un symbole. C'est un symbole. Certains diront même que c'est un mythe. Mais c'est le fondement de toute démocratie. Oui. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas d'État moderne. Il n'y a pas de démocratie sans la séparation du pouvoir. Mais pour revenir à notre texte ici, qui pour moi est un symbole aussi, c'est une rupture entre l'avant et après, entre avant 2011 et après 2011. Mais comme le disait Duguy à la fin du siècle dernier, peu importe la qualité du texte, ce qui importe, c'est la manière dont le texte est appliqué. Nous avons un beau texte, une séparation du pouvoir exemplaire, une reconnaissance des droits fondamentaux, je dirais, sans limite. On a un texte ici qui fait envie dans les autres pays. Il a été salué par tous comme une révolution institutionnelle. Ça l'est, c'est une révolution institutionnelle. Le problème, c'est est-ce que nous sommes prêts pour ça? Est-ce que les Marocains sont prêts pour ça? Certains diront que nous avons un costume qui a été taillé un peu plus grand pour nous, mais je ne le crois pas. Nous sommes en période d'apprentissage. Un costume trop grand que trop petit parce qu'on grandit dedans. Non, exactement. Exactement. Et le premier exercice est une réussite. D'abord des élections libres, transparentes pour la première fois, contestées par personne.
où pratiquement tous les partis politiques ont participé. Un nouveau gouvernement, un nouveau chef du gouvernement, nommé selon les nouvelles règles constitutionnelles, une pratique constitutionnelle extraordinaire. Il y a une concertation très large avec toutes les franges de la société, pas uniquement les partis ou les syndicats, mais les associations et la société civile aussi. On voit la démocratie naître. Et il y a des à-coups. Il y a parfois des petits ratés, mais c'est l'apprentissage. On ne se met pas debout et on marche pas de suite. Il faut des années et des années. Et je crois, en fait, pour nous, c'est une période d'apprentissage avec des hauts et des bas. Et nous en avons eu des hauts et des bas. Mais le Maroc est toujours là, le Maroc avance toujours et le texte est toujours là. Se posent quelques petites imperfections comme partout. Le texte constitutionnel que nous avons eu, c'est une loi. Et comme toute loi, il est susceptible d'être sensible aux aléas du temps. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les nouvelles technologies ont fait que le texte va vieillir plus rapidement qu'il ne fallait. Il faudra peut-être... qu'il y a prévu aussi cette évolution dans le sens des mécanismes qui ont été prévus au sein de la Constitution, qui est une évolution de la société, parce qu'on ne change pas de Constitution tous les 5 ans. Donc il y a des mécanismes qui ont prévu ces évolutions. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'était peut-être un costume qui était plus large. Donc ça permet plus de liberté et plus de mouvement. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est un apprentissage démocratique. Moi, je pense sincèrement que là-dessus, il y a, je pense, le législateur ou bien le constitutionnaliste qui a fait un travail extraordinaire avec une approche participative, parce que vous avez évoqué qu'il y avait la société civile, il y avait les partis politiques, les syndicats qui ont joué aussi un rôle très important dans la conception de cette loi fondamentale. Moi, je pense qu'avec le temps, on va apprendre à beaucoup de choses. Il y avait une perception visionnaire dans la manière avec laquelle on a abordé certaines problématiques. Je pense par exemple qu'on parle de la loi concernant les textes concernant la femme, le rôle de la femme dans la société marocaine. Je pense par exemple de ce qu'on appelle la justice militaire. Aujourd'hui, on parle de la cour spécialisée, c'est pas la cour entre guillemets exceptionnelle. On parle par exemple de la manière avec laquelle on a évoqué la démocratie participative, la démocratie représentative, la régionalisation avancée. On parle aussi même du Maroc à l'échelle internationale. Je pense sincèrement que avec le temps, on va arriver de dire que nous sommes dans la bonne voie. Je pense qu'il faut juste un peu de temps pour que les gens arrivent de s'adapter, d'appréhender les difficultés dans lesquelles on faisant face. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le Maroc, il est en face à sa stabilité, il est menacé. Nous sommes dans une région qui est en train de se métamorphoser. Vous connaissez la situation en Libye, vous connaissez la situation dans les pays de l'Afrique subsaharienne et du Sahel. Donc, nous sommes vraiment dans une situation qui exige une certaine patience, une conscience collective pour qu'on puisse vraiment arriver de concrétiser nos objectifs et nos engagements qui sont dans la Constitution marocaine. Très bien. Alors, il y a une autre question que je voulais... un autre point fondamental de la Constitution. On terminera sur la Constitution avec ce point. Et il ne reste pas beaucoup de temps. Sur l'amazigh. L'amazigh a été consacrée comme langue officielle après des demandes qui ont duré des années et des années. Et ça a été fait. Ouais, vous savez, aujourd'hui, le secret que le fait que le Maroc est un pays stable, un pays qui est immunisé face à cet enchevêtrement des points qui sont saillants dans une déliquescence à l'échelle internationale, ce Maroc pluriel. Le Maroc, cette identité plurielle du Maroc multiculturel. Le Maroc aujourd'hui, c'est ça sa force. La manière avec laquelle on arrive de gérer nos difficultés, nos différences, nos langues. Donc c'est ça cette force qui fait aujourd'hui le Maroc. C'est un pays qui est immunisé face à toutes les tentatives de l'infiltrer, d'essayer de l'anéantir de l'intérieur. Moi, je pense la constitutionnalisation de l'amazigh, de la langue amazigh. Et d'ailleurs, c'était dans la préambule du texte fondamental de la Constitution, c'était une vision stratégique pour aujourd'hui
que cette langue joue un rôle très important dans la cohésion sociale, la cohésion culturelle, la cohésion aussi culturelle qui joue un rôle très important dans la stabilité religieuse. C'est pourquoi je pense cette la langue amazigh, et d'ailleurs il y avait la constitutionnalisation du Haut Conseil des langues qui aujourd'hui qui va permettre de rassembler autour de cette identité plurielle tous les mécanismes linguistiques qui existent au Maroc. Et je pense que c'est ça le secret de développement. En comparant le Maroc avec d'autres pays qui sont proches de nous ou bien dans les régions Proche-Orient, on trouve que derrière cette subtilité linguistique d'écarter, de marginaliser, il y avait eu le feu qui s'est installé. Et je pense la constitutionnalisation de la langue amazigh, ça montre que le Maroc, il a cette perception d'un Maroc pluriel, Maroc capable d'assumer cette responsabilité de rassembler toutes les composantes importantes et essentielles pour un Maroc plus... Alors, une constitution, c'est une démocratie, ce sont aussi des concepts qui restent finalement vagues s'ils ne sont pas portés, supportés par des instances et autres institutions qui les cadrent, qui les encadrent et qui les renforcent. Ces institutions sont nombreuses, diversifiées et elles touchent à tous les secteurs et domaines de la société. Messieurs, il nous reste 4 minutes. Mais sur tout l'ensemble des institutions qu'il y a, que ce soit le Conseil national des droits de l'homme, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit le Conseil économique, social et environnemental, malheureusement, on ne pourra pas traiter de tout ça, mais je voudrais revenir sur une instance qui a été l'une des premières qui a été mise en place par Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui est l'instance équité réconciliation. Vous allez chacun dire un mot là-dessus, mais je vous en prie, allez-y vite pour que chacun dise ce qu'il pense de cette instance qui était extrêmement importante en matière de justice transitionnelle. Moi, je crois que je vais encore dire que c'est un symbole aujourd'hui. C'est une expérience qui est étudiée de par le monde comme une expérience de justice transitionnelle. On donne le cas marocain comme un cas de réussite. Pour la première fois, il y a une réconciliation entre l'État et la société, et c'est une réconciliation publique. On a permis véritable catharsis finalement, etc., de se réconcilier d'abord avec eux-mêmes dans une sorte de thérapie collective. Thérapie collective où les Marocains, certains ont découvert, d'autres ont relaté ce qu'ils ont vécu. Mais je sais que vous voulez dire beaucoup de choses. Hassan Alaoui, un mot sur l'instant. Je suis désolé, professeur. Alors moi, je dirais que le fait d'abord de choisir un homme, un ancien des détenus politiques, qui est donc inscrit, c'est d'abord quelque chose de magnifique parce que Sa Majesté a réconcilié le Maroc avec lui-même, avec sa mémoire. Donc peut-être catharsis ou pas, ou en tout cas tout ce qui s'est passé, c'est vraiment profondément important parce qu'il y avait justement les passages à la télévision et chacun a déversé un petit peu sa tristesse et tout. Et le problème, le résultat, c'est qu'il est magnifique. Tous les pays pratiquement nous envient pour ça. Et j'arrête malheureusement. 30 secondes. Moi, je pense que c'est une expérience exceptionnelle. Ça montre que le Maroc, c'est un pays audacieux. Le Maroc, il est capable de faire une sorte de réconciliation avec son passé pour qu'on puisse arriver, d'émerger, d'aller vers l'avant. Certainement, la pente, elle est très forte, mais la route, elle est droite. Merci messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à nos questions, merci d'avoir supporté un peu mes rappels assez intempestifs. Merci à vous d'être restés avec nous tout au long de cette émission. Nous reviendrons sur notre émission spéciale à l'occasion de la Fête du Trône 2018. Restez sur Medi 1 TV, l'information continue. Merci et bonne soirée.